Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Comment faire passer la pilule du budget 2026 ? Un budget restreint où chacun devra faire des économies. La colère gronde déjà. Manifestations, blocages prévus le 10 septembre prochain. Grève des taxis et des pharmaciens. Syndicats sur le pied de guerre. Pour déminer le terrain, François Bayrou prendra la parole cet après-midi. Conférence de presse à 16h. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. C'est donc une nouvelle explication de texte du chef du gouvernement. Ouais. Elle est très attendu. Pourtant, il a beaucoup parlé ces derniers mois. Tout l'été, il a tenté de faire de la pédagogie. Oui, François Bayrou ne cesse d'en appeler au bon sens des Français. Ma conviction, c'est qu'on ne peut réaliser des changements aussi importants, aussi profonds et aussi bienfaisants. On ne peut pas le faire sans les Français. Jamais sans les Français. Et c'est tout le but du travail que je souhaite conduire avec vous. Je suis ouvert à toutes les propositions. Alors ici, dans ces nouvelles vidéos Facebook Live lancées cet été, qui ne connaissent pas un franc succès d'audience, mais qu'importe, le locataire de Matignon n'en démord pas. Il faut réduire la dette ou ce sera le chaos. Objectif, 43,8 milliards d'économies exactement. Le problème, c'est que beaucoup de Français ne semblent pas adhérer au projet du Premier ministre. Mesure la plus controversée, la suppression de 2 jours fériés. Selon un sondage publié par Le Parisien ce matin, 87% des actifs y sont opposés, une ligne rouge pour les syndicats et beaucoup de Français qui estiment que ce sont toujours les mêmes qui font des efforts. Selon le projet de budget du Premier ministre, tous les ministères devraient se serrer la ceinture, à l'exception du ministère des Armées. 2026 pourrait également être une année blanche, en clair. Retraite, prestations sociales et barème de l'impôt sur le revenu seraient gelés. L'inflation ne serait pas prise en compte. Matignon estime l'économie à 7 milliards d'euros. Et cela vaut, Christophe, à François Bayrou des menaces de censure. Oui, alors écoutez, le souhait de la gauche, des insoumis évidemment, qui veulent faire tomber le gouvernement dès la rentrée parlementaire sans même attendre le débat sur le budget. Et leurs alliés aussi socialistes, bien sûr, qui reprochent à François Bayrou son obsession, écoutez bien, son obsession de la dette. Petit rappel historique, c'est sous François Mitterrand, président socialiste, à cause de mesures non financées comme la retraite à 60 ans ou la baisse du temps de travail, que la dette de la France s'est envolée comme jamais, de 20% à plus de 50% en 14 ans. L'effet boule de neige ne s'est plus jamais arrêté, 114% du PIB aujourd'hui, seulement 62% en Allemagne, cherchez l'erreur. Enfin, le Rassemblement national de son côté ne semble pas prendre le chemin de la censure dans l'immédiat, préférant proposer un contre-budget. Une chose est certaine pour le démocrate chrétien Bayrou, il est tout simplement immoral, j'ai bien dit immoral, de faire financer la dette par les générations futures. Merci Christophe Bordet. Vous le disiez, la France insoumise appelle à la censure. Jean-Luc Mélenchon a appelé, lui, à soutenir la manifestation du 10 septembre et à bloquer le pays pour faire reculer le Premier ministre et son plan d'économie. Une attitude que dénonce le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. En déplacement aux Antilles, il a fustigé hier l'attitude de l'ancien sénateur. Je l'ai connu au moment où il était un grand républicain. Et quand je vois la dérive, simplement pour des raisons électoralistes, quand je vois en réalité ses propres propos, et j'appelle les responsables politiques, d'où qu'ils soient, on peut avoir des convictions différentes. Ça, c'est la démocratie, et ça ne me pose pas de problème. Moi, j'ai des convictions, elles sont fortes. Donc, je n'ai jamais attaqué les uns ou les autres pour des convictions différentes et qui pourraient être fortes. Mais ce que je veux, c'est que la République, les institutions démocratiques et républicaines soient respectées. Je vois bien la stratégie de LFI. La stratégie, c'est le chaos, c'est la révolution. Voilà, Bruno Retailleau qui vient de rentrer des Antilles où il a annoncé des mesures visant à mettre un coup d'arrêt au trafic de drogue et à la violence qui gangrène la Guadeloupe et la Martinique. 2 territoires qui se trouvent sur la route des trafiquants de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Face à ce tsunami blanc, le ministre de l'Intérieur a annoncé le déploiement d'un arsenal sécuritaire, William Molinier, à la fois des renforts de moyens techniques et humains. La filière investigation va être musclée. 13 enquêteurs supplémentaires doivent venir dans les prochains mois renforcer l'antenne de l'Office anti-stupéfiants dans la zone, l'OFAST qui est chargé de démanteler les trafics de stupéfiants de haut niveau. Par ailleurs, un laboratoire d'analyse balistique va être créé dans l'archipel, en Guadeloupe précisément. Jusqu'à présent, les ogives étaient envoyées pour analyse à Écully en région parisienne. Cela permettra de gagner 8 à 10 mois d'enquête dans les affaires de règlement de compte. Du côté des moyens techniques, 2 nouveaux radars côtiers sont
sont déjà opérationnels et un drone longue portée va surveiller dès le mois prochain les arrivées en provenance des îles de la Dominique et des Saintes, 2 zones de rebond pour la cocaïne. 2 scanners corporels seront par ailleurs installés à l'aéroport du Lamentin en Martinique. Enfin, pour faire face à la vague d'homicides, 2 nouveaux escadrons de gendarmerie mobile et 2 brigades nautiques, dont une dotée d'une cellule judiciaire, s'installeront de façon pérenne dans les prochains mois. L'année dernière, 33 meurtres avaient été recensés en Guadeloupe, 29 en Martinique, plaçant ainsi ces territoires au 2e et 3e rang des départements les plus touchés, tout juste derrière la Guyane. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. C'est ce qui s'appelle jeter de l'huile sur le feu, une semaine après la charge de Benyamin Netanyahou, qui dans un courrier accusait Emmanuel Macron d'alimenter le feu antisémite en France. Voilà que l'ambassadeur des États-Unis à Paris, Charles Kushner, se fend lui aussi d'une lettre au chef de l'État critiquant sa gestion de l'antisémitisme en France. Des mots jugés inacceptables par le Quai d'Orsay qui convoque aujourd'hui le diplomate américain Sébastien Le Belzic. Oui, à peine nommé, il n'a pas mâché ses mots. Le diplomate américain, père du gendre du président des États-Unis, accuse directement le président français de laisser prospérer un climat délétère nourri par la complaisance envers les ennemis d'Israël. Dans une lettre officielle adressée aujourd'hui à Emmanuel Macron, il accuse la France de menacer la sécurité de la communauté juive en sacrifiant la vérité historique au profit d'une reconnaissance fantasmée d'un État palestinien. Cette prise de position aligne clairement Washington sur la ligne du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui avait déjà sommé Emmanuel Macron de renoncer à son projet de reconnaissance de la Palestine. Elle sonne aussi comme un avertissement. La Maison-Blanche ne tolérera pas les ambiguïtés françaises sur ce sujet explosif. Reste la méthode, inhabituellement frontale pour un ambassadeur, une diplomatie de rupture chère à Donald Trump. Sébastien Le Belzic, le ministère des Affaires étrangères qui réfute, je cite, fermement ces allégations et dénonce une violation de la Convention de Vienne qui prévoit que les diplomates n'ont pas à s'immiscer dans les affaires intérieures des États. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h08. C'est peut-être l'heure du retour au boulot pour nombre d'entre vous ce matin. Et cette question qu'on se pose sur Europe 1 aujourd'hui, quels sont les métiers les plus recherchés ? Le cabinet de recrutement Robert Half vient justement de publier son baromètre annuel sur le sujet. Les emplois les plus prisés sont sans surprise des postes qui rapportent beaucoup d'argent. Il en manque une. Vous êtes sort ? Tout à fait sort. Ah bah ça alors. Et ce sont des métiers qui seraient parfaits pour Don Salluste dans la folie des grandeurs, car il faut aimer compter, Aurélien Fleureau. En tête du classement des 10 jobs les plus recherchés en cette rentrée, consolideur. Son rôle, avoir une vision globale de la santé financière d'une entreprise, un profil technique, une forte demande et un salaire médian d'environ 6 000 € par mois. Responsable comptable et contrôleur de gestion complètent le podium, différent des années précédentes, précise Laure Charbonneau, directrice au sein du cabinet de recrutement Robert Half. Déjà, le contrôle de gestion, toutes les entreprises n'en ont pas et qui justement aujourd'hui vont faire plus attention aux coûts, plus attention aux dépenses et donc vont faire appel à des contrôleurs de gestion. Des postes recherchés avec parfois un nombre insuffisant de candidats. Ça peut très bien être des opportunités de reconversion parce que derrière, il y a une demande de la part des entreprises. Quelqu'un aujourd'hui qui voudrait se lancer sur la paye n'aura aucun problème pour trouver de belles opportunités ensuite en entreprise. Autre tendance notable cette année, les besoins grandissant à des postes de directeur marketing. Le contexte économique pousse les entreprises à vouloir se différencier pour plus rapidement développer leur croissance. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Et puis c'est l'un des fléaux des vacances. Chaque année, les noyades sont en hausse de 14% par rapport à l'année dernière. 268 morts entre le 1er juin et le 13 août. Dernier en date, 2 cousins de 3 et 4 ans dans un parc municipal d'Orly dans le Val-de-Marne ce week-end. Ce sont surtout les enfants et les adolescents qui sont en première ligne. Ils doivent pourtant apprendre la natation à l'école. C'est une priorité pour l'éducation nationale. Mais selon le syndicat des professeurs de PS, près de 15% des élèves n'iront jamais à la piscine dans le cadre de leur scolarité. Laura Legault. C'est une obligation. Apprendre à nager est inscrit au programme entre le CP et la 6e. Mais en 2023, près d'un élève sur 5 ne savait toujours pas nager à la fin de sa 6e. Pour Coralie Bennec, co-secrétaire du syndicat d'enseignants SNEP-FSU, c'est un manque de volonté du ministère de l'Éducation nationale. L'éducation nationale, malgré un affichage de savoir nager est une priorité, ne donne absolument pas les moyens de le faire. Il y a des choix qui sont effectués. On vous demande de faire le choix entre un groupe de latin ou un groupe de natation.
natation. Souvent, on choisit le groupe de latin plutôt que le groupe de natation. L'apprentissage de la natation est délaissé et souvent insuffisant. Lazrek Beneladj, vice-président de la Fédération française de natation, l'affirme, l'école n'apprend pas à bien nager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore dans des systèmes de fonctionnement d'apprentissage qui sont d'un autre temps. On est encore dans notre système scolaire à voir des enfants qui montent sur le plot, qui sautent dans l'eau avec la planche et qui tournent les bras. Sauf qu'on sait bien aujourd'hui que c'est pas comme ça qu'on se sécurise dans l'eau. La fédération pointe aussi à un manque d'infrastructures. 500 000 élèves n'ont pas accès à une piscine proche de leur établissement scolaire. Laura Legault. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, restez avec nous. Aurore Berger, la ministre en charge de la lutte contre de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations, est l'invitée de la